Abattre ses cartes ou les rebattre, cacher son jeu ou tout dévoiler, conserver ses atouts ou les partager. Que de sens lorsqu'on parle des cartes, et si on jette un œil sur le dessous des cartes, très vite apparaissent les territoires. Et qui mieux qu'Alain Simon, maître de conférence, auteur passionné, ami de DPA, pour nous aider à comprendre et anticiper. Alors souvenez-vous, si on regarde dans le rétroviseur, on est en 2016. Tu étais là déjà, Alain, et tu nous confiais sentir monter les conflits. Tu nous aidais à lire justement entre les cartes et les territoires. Alors sans remonter jusqu'à 2016, l'année 2000 a constitué une rupture. Il y a eu le Covid, la guerre en Russie et Ukraine, puis le 7 octobre, puis le 21 janvier. Trump, l'escalade récente Proche et Moyen-Orient, la fameuse guerre des 12 jours. J'ai lu ce matin dans les Échos qu'il y avait un rapprochement entre la Chine et le Brésil. Bref, voilà. On va s'investir, tiens, dans le temps de l'histoire. Je sens qu'on va vivre évidemment des moments merveilleux, passionnants et enrichissants avec Alain. Un peu, et je m'en souviens, je pense que vous vous en souvenez aussi, comme lorsque Nathalie Loiseau, tu te souviens peut-être, Alain, était venue te gratifier d'une bise reconnaissante. C'était à la fin de ton intervention. Et là, il y aura peut-être des bises aussi. Merci d'accueillir Alain Simon, s'il vous plaît. Alain. Viens t'installer. Viens t'installer. La scène est à toi. Viens nous rejoindre. Alors, attends, je vais te donner le micro. Attends. Je vais te donner ton micro. Tiens, parce que je vais me faire tirer les oreilles par Odile après. Hein. Et tu enlèveras, si tu montes sur scène, ton badge. Ça nous permet de faire des belles photos. Bon. Donc je suis venu incognito. Je peux te confier ça ? Bien sûr. Bien. On va quand même vérifier. Toc. 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 C'est bien vous. Magique. Ouais. C'est aujourd'hui, c'est ici, pour certains retrouvailles. Je note d'ailleurs qu'on n'a pas respecté l'horaire. Hein. Ça m'affranchit de toute contrainte. Tu as vu comment on a laissé glisser le temps et on le laissera glisser pour toi. Et ça, c'est le sujet. Et je confirme que j'interviendrai cette année encore sous ce nom-là. Ce qui m'arrange parce que j'ai tous les papiers qui vont avec. Vous pouvez vérifier. Si vous voulez, les présentations sont faites. Et il faut que je prenne la suite de tous ces gens-là. Alors, je vais le faire à partir de la posture qui est la mienne. Je ne vais pas raconter ma vie, mais juste ce que je fais dans la vie. Et j'avais demandé si c'était possible, pourquoi pas qu'on tamise, car c'est un des paradoxes les plus étonnants que pour faire toute la lumière sur le sujet que j'ai à traiter, il faille l'abaisser. Mon job consiste à aider les gens que je rencontre, donc les gens qui me font confiance, le plus souvent des gens qui n'ont pas vraiment le choix. Ça consiste à les aider à essayer de décrypter ce qui se passe dans le monde. Pas simple, hein. Pour tout vous dire, j'aimerais pas être à ma place. Dans le contexte actuel, vous avez remarqué ? Et pour essayer de comprendre quelque chose, à la confusion du monde et à la thématique qui est la vôtre, la grille de lecture dont je vais me servir, c'est la géopolitique. Merci. C'est nettement mieux. Hein. En plus, vous avez meilleure mine, comme ça, tout de suite. C'était ça qui était prévu ? Je précise que la géopolitique n'est jamais qu'un habillage sémantique. Je suis en train d'inventer le micro-pochette qui remplace le micro-cravate. C'est mieux, hein ? La géopolitique, c'est jamais qu'un habillage new look de la vieille histoire-géographie de nos enfances. Et j'aimerais vous convaincre, dans les 2 heures qui viennent, au début, les gens croient que je rigole, que l'histoire et la géographie, ça ne sert pas qu'à passer les examens, ça sert à mieux comprendre, à mieux agir,
à mieux réfléchir à la problématique des territoires, peut-être à être moins inquiet. Ça vous va? J'aimerais vous proposer, si vous en êtes d'accord, quelque chose que je n'imaginais même pas pouvoir fantasmer la dernière fois qu'on s'est vu. Tu n'as pas changé, en 2016. J'aimerais tester la géopolitique dans ses capacités explicatives. Pardon. Je dis pardon une fois pour toutes. Hein. Tant que je ne dis pas pardon en t'écrasant le pied, c'est que je maintiens mes excuses. Est-ce que la géopolitique peut éclairer la problématique qui est la vôtre à la lumière des événements qui viennent de se passer depuis le début de la troisième décennie du XXIe siècle? Tu prétends être maligne, géopolitique, fais tes preuves. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé? C'est incroyable. Ça a commencé comme ça il y a 5 ans. Ça s'est poursuivi, tu rappelais, février 22. Ça a continué de cette manière-là. Et effectivement, novembre, l'élection, 21 janvier, le retour au pouvoir. Le grand chambardeboulement depuis 5 ans. Eh bien, j'aimerais voir si la géopolitique peut renouveler la réflexion sur ces 5 années, tout en nourrissant votre interrogation sur territoire au singulier et au pluriel. Pour pas que ça parte dans tous les sens, je vais vous proposer un déroulé, un plan, un peu rigide, qui va s'appuyer sur un mot, symbolisé par un objet, qui a complètement changé de sens en l'espace de 5 ans. Le mot zoom. Il y a 5 ans, pour moi encore, un zoom était un objectif photographique qui permettait de changer de distance focale. Et puis il y a 5 ans, j'ai découvert que ça pouvait aussi être un substitut à ces rencontres en chair et en os que nous sommes ravis de reprendre. J'aimerais vous proposer un plan qui va comporter 2 parties, 2 distances focales successives. 2 parties dans ma réflexion. Dans un premier temps, j'aimerais que l'on regarde avec une focale relativement large ce qui est en train de se passer dans le monde en général, grand angle. Je vous dirai la deuxième focale après. Mais la deuxième focale, elle est là. Je ne travaille pas du chapeau, mais je travaille dans le chapeau. Voilà. Je ne travaille pas non plus au chapeau, ce qui est encore une autre... J'aimerais, avec le recours de l'histoire de la géographie, me demander avec vous si les événements que nous sommes en train de vivre depuis 5 ans n'auraient pas des points communs qui nous échapperaient simplement parce que nous aurions les yeux au ras des pâquerettes naines de la quotidienneté. Et une idée m'est venue, de me demander ce que des historiens en 2050, quand ils auront un recul que j'aurai sans doute jamais, qu'est-ce qu'ils sont susceptibles de retenir de ce qui est en train de nous arriver depuis 5 ans? Vous voyez la posture? Quand le sable sera retombé dans le bocal, qu'est-ce qui pourrait surnager de tous ces événements? Évidemment que je ne sais pas. Ça n'empêche pas de réfléchir et de formuler une hypothèse. Et la première hypothèse qui m'est venue, c'est que les historiens pourraient, je suis au conditionnel, observer qu'en 5 années, notre relation au temps vient d'être complètement bouleversée. Je ne parle pas du temps qui fait, mais du temps qui passe. J'explique. Il y a 5 ans, encore, quand des gens comme vous et moi réfléchissions au temps, je veux dire le passé, le présent, l'avenir. S'agissant du passé, on en distinguait 2. Un passé dont nous avions été témoins
dont on gardait mémoire, chacun la sienne. Et un autre, passé plus ancien, dont on avait juste entendu causer d'eux. Oui dire. On distinguait, je dirais, ce qu'était le territoire de la mémoire et le territoire de l'histoire. Et chacun son planisphère. Et quand on réfléchissait à l'avenir il y a 5 ans, nous l'imaginions pour partie prolongement du présent, on n'avait pas tort. Pour partie persistance d'un passé qu'on connaissait bien, dont on a fait mémoire, on n'avait pas tort non plus. La persistance de la menace de l'islam radical, c'était vrai. Et pour partie, irruption d'un nouveau, et là on ne savait pas trop quoi penser. Mais il y a 5 ans, nous n'imaginions pas que des événements que nous considérions comme classés événements historiques puissent faire partie de notre actualité. 5 exemples. Nous n'imaginions pas que de grandes pandémies puissent nous tomber sur le coin de la figure. On n'en avait pas connu. Attendez, je parle dans les beaux quartiers, hein, les beaux quartiers du monde. Je ne commence pas comme ça à Kinshasa. On n'imaginait pas que des guerres puissent advenir en Europe. On n'en avait pas connu. Mais les guerres ailleurs, ça ne compte pas. Je rappelle que les Européens appellent guerre mondiale les guerres qui se passent chez eux. C'est factuel ce que je dis. Nous n'imaginions pas que de grandes migrations liées aux guerres puissent se produire. Le sud-nord, on avait bien compris, mais le est-ouest, on n'y pensait pas. 4e exemple, on n'imaginait pas que des pénuries puissent nous percuter. On n'avait connu que l'abondance, parfois les délais de livraison. Et on n'imaginait pas que les démocraties puissent être fragiles, vu qu'on n'avait pas été témoin de leur fragilité. Or, observez. 5 exemples, 5 années, 5 démentis. La réapparition des grandes pandémies, j'ai pas besoin de faire un dessin. Le comeback des guerres en Europe. C'est dommage que l'image soit un petit peu tronquée en haut, mais enfin, vous connaissez la date. C'est le 24 février 22. Mais attendez, c'est pas qu'elles étaient impensables, c'est qu'elles étaient impensées par ceux d'entre nous, tous d'ailleurs, qui confondaient leur mémoire et l'histoire. C'est d'ailleurs ça qui a été terrifiant aussi en Israël. C'est que ça faisait 2-3 générations qu'ils n'avaient pas connu de guerre de haute intensité, des intifadas en permanence, un suicide sans arrêt, mais une vraie guerre, avec ce que ça implique de mobilisation pendant des semaines entières, l'obligation de se salir les mains. 3e exemple, j'avais pris les migrations. Eh bien, attendez, on a été gâtés quand même, hein. Ceux qui étaient focalisés sur le sud-nord, là, vous savez, les gens qui disaient « il y a trop d'étrangers dans le monde ». Ils avaient une vision réductrice. Et on est même en train, en ce moment, d'ailleurs c'est extraordinaire, d'assister à une autre inversion. C'est plus sud-nord, c'est plus est-ouest, mais on commence à voir pour la première fois des migrations ouest-est. Énorme. J'avais parlé 4e exemple des pénuries. Eh ben, dites donc, depuis 5 ans, on a une autre dose, hein. Vous avez remarqué ? Même si on a découvert en général, un peu tard d'ailleurs, que la première cause de la pénurie, c'est la crainte de la pénurie. Mais enfin bon, ça ne change pas le fond du problème. On a un peu changé avec le temps. Au début, c'était ça. Ensuite, c'est devenu ça. Je trouve qu'on en fait trop. Il y a de l'indécence, vous ne trouvez pas ? J'ai bien le droit de dire ce que je ressens, non ? Parce que je rappelle quand même que les vraies pénuries, c'est ça. C'est quand il manque les produits de première nécessité. Restons décents. Et puis attendez, j'avais pris 5e exemple, la fragilité de la démocratie. Eh ben dites donc, en 5 ans, on a une autre dose. Et dans un pays qui était la référence en matière de démocratie, tenant bon dans la tourmente.
Et puis même en ce moment, attendez, je rappelle que être un démocrate, ça ne consiste pas à accepter d'être élu démocratiquement. Ça, même les non-démocrates sont d'accord. Donc ça consiste à accepter de quitter le pouvoir quand on est battu. Et là, il n'était pas d'accord du tout. Ça consiste, être démocrate, à ne pas exercer les pleins pouvoirs. Ça consiste à accepter éventuellement les contre-pouvoirs. Attendez, on n'y est plus. Être démocrate, ça ne consiste pas à abandonner le pouvoir à un Raspoutine sous kétamine. Ça ne consiste pas à envisager la pérennité. Parce que, attendez, cette photo, elle est hallucinante. Mais il faut savoir que c'est le site de la Maison-Blanche qui la propose. Nous sommes en train d'assister à la deuxième tentative de coup d'État de Donald Trump. Des 5 exemples que j'ai donnés, la ligne de front qui est la plus périlleuse en ce moment, c'est bien la fragilité de la démocratie, sans compter que ce n'est pas seulement aux États-Unis. Hein. Et puis même en France, tiens, quand j'ai vu la manière dont il a fallu s'y prendre pour promulguer l'avis du Conseil constitutionnel pour la réforme des retraites, je me demande si c'est l'image d'un pays si sûr de sa démocratie. Et puis même en France, je connais des non-démocrates qui seraient disposés à être élus démocratiquement. Si vous voulez, je peux donner des noms. Mais alors attendez, d'un seul coup, l'évidence m'apparaît. Quand les historiens auront un recul que je redoute de n'avoir jamais, ils observeront qu'il y a un point commun aux 5 années et aux événements qui sont produits pendant cette période-là que nous venons de vivre, c'est que ceux qui confondaient leur mémoire et l'histoire en sont pour leurs frais. La carte de la mémoire vient d'être percutée par le retour du territoire de l'histoire. Nous sommes redevenus des sujets historiques. Enfin, j'espère que maintenant, quand on réfléchit à l'avenir, avec ce qu'on vient de vivre, on accepte l'hypothèse que le futur, c'est peut-être du passé en préparation. Fallait-il qu'on soit naïf pour confondre la durée de nos vies et la durée de l'histoire? C'est ça qui vient de se produire en France. J'ai aimé d'ailleurs que le film qui a été césarisé en 22 ait été celui-là. Première hypothèse que je formule, qui a tout le moins comme avantage de ne pas prendre les événements les uns après les autres, mais dans ce qu'il pourrait avoir de points communs. En 5 années, l'histoire prend sa revanche sur la mémoire, ce qui avait hanté toutes les générations qui nous avaient précédés. Les guerres, les pandémies, tout le tintouin, quoi, dont on pensait naïvement être exonéré, nenni, point du tout. La mort est redevenue une affaire collective. C'était l'échec d'un destin individuel, le retour des inquiétudes collectives. Première hypothèse. Je sais que tu prévois de laisser la parole à la fin, mais si vous voulez réagir, dès maintenant, moi, ça ne me pose aucun problème. N'en fais pas trop. Deuxième focale. Je continue à m'en tenir à cette posture. Qu'est-ce que les historiens pourraient? Non, je ne sais pas. Mais on peut continuer à gamberger, non? Quand viendra l'heure d'écrire l'histoire que nous sommes en train de vivre, mon intuition est que les historiens devraient prévoir 2 tomes. L'histoire de tous ces événements et de la manière dont on les a vécus. Vous buvez rien, vous? Mes paroles, peut-être. Tome 1. L'histoire de la manière dont chaque pays a commencé par croire que ça ne le concernerait pas. Pour tous les pays. Tome 2.
l'histoire de l'avènement dans chaque pays, quand il s'est rendu compte que c'était foutu le doigt dans l'œil, a laborieusement réagi, et tardivement, pour tout le monde, pour tous les événements. Il y aura l'histoire des aveuglements, qui s'achèvera par l'histoire des prises de conscience tardives, et l'histoire des rebonds laborieux. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ça a été la même chose pour tous les événements, pour la pandémie, pour la guerre en Ukraine, pour ce qui se passe au Proche ou au Moyen-Orient, et pour ça, bien sûr. Mais le plus extraordinaire, c'est qu'il m'a frappé qu'aussi bien dans les périodes de déni que dans les périodes de rebond tardif, tous les pays ont pioché dans des souvenirs liés à leur histoire géographique. Et que quelqu'un qui n'aurait rien su de la géopolitique des pays du monde aurait depuis 5 ans une leçon de géopolitique pour les nuls en accéléré. Pour prendre une image, l'époque que nous vivons joue un rôle qui s'apparente à celui des décapants, qui fait ressortir sous un vernis superficiel la présence d'une marqueterie qu'on ne voyait plus. Et c'est ça que j'aimerais essayer de vous montrer, c'est que sous la carte vernissée ressortent des territoires qu'on croyait enfouis. Je vais vous dire. Vous me suivez toujours? Avant de vous donner des exemples, je vais vous expliquer par quelle intuition l'idée m'en est viendue. On ne dit pas viendue, mais on comprend viendue. Le bout de fil qu'elle est passée qui m'a mis sur cette piste d'une période incroyablement révélatrice. Est-ce que vous vous souvenez du pays sur qui la foudre de la pandémie est tombée en premier? Bien vu. Question subsidiaire pour les ex-échos. Quelle est la première ville italienne? Je n'ai pas dit quel a été le point d'impact, quelle est la ville où c'était le plus grave. La première ville italienne qui a été amenée à faire ce qu'était le sport européen ensuite général, à savoir le confinement. La première. Comment? Vous allez me faire toute la Liga, là, comme ça? Mais la Juventus, pas du tout. Pas du tout, c'est Venise. C'est la première ville où même les objets ont été obligés de se confiner. Et vous vous souvenez pas quand ça s'est produit? Précisément. Ça a valu au journal Libération une couverture absolument somptueuse, puisque l'on a vu, sous le masque du carnaval qui s'appelle la Bauta. Le masque qui permet, grâce à l'anonymat, donc l'impunité, la transgression des interdits, notamment sexuels, comme le fait de circuler avec une trottinette non immatriculée permet de s'affranchir du code de la route. Sous ce masque-là, on a vu réapparaître le masque de la distanciation sociale. Mais c'est énorme. C'est pas une photo, c'est un oxymore. Mais c'est énorme. Et alors, attendez, je ne suis pas historien, je ne suis pas géographe, mais je m'en sers. J'ai cherché d'où venait la Bauta. Et quelle n'a pas été ma surprise de découvrir que la Bauta était une version tronquée du masque du médecin de la peste, celui qui permettait aux médecins à l'époque de s'approcher des malades, le masque qu'on bourrait de camphre, de clous de girofle, d'hydroxychloroquine, je ne sais pas quelle poudre de perlimpinpin il foutait dedans. Attendez, c'est là où était apparue la grande peste, que fait un comeback une pandémie qui vient également de Chine. Mais c'est dingue comme coïncidence, ça. Vous ne trouvez pas? Comme si, ben si, le retour.
comme si la rivière de notre actualité retrouvait le cours oublié d'un fleuve historique. Mais tiens, merci. Quand ce grand démocrate, j'ai oublié de l'évoquer, Xi Jinping, a voulu faire ses Belt Road, c'était marrant, parce que où est-ce qu'il avait fait converger la rouge, la bleue? Venise. Mais qu'est-ce qui fait que l'Italie semble ainsi désignée pour systématiquement prendre la foudre en premier? Ce destin-là. Ben, cette bonne blague, c'est une caractéristique géographique. C'est que l'Italie, c'est pas un pic, c'est pas un cap. C'est une péninsule. Bah tiens, et qu'une péninsule, cette caractéristique géographique, une péninsule géographique, bah, c'est un ponton, ça permet de conquérir des empires maritimes. Mais c'est aussi un truc qui dépasse un paratonnerre. C'est le statut géographique spécifique de l'Italie qui la désigne systématiquement pour être tube à essai, pour le meilleur comme pour le pire, de ce qui nous arrive. Et je me suis demandé à ce moment-là si ce cas particulier italien, où on voit ressurgir des caractéristiques géographiques et historiques, ne valait pas dans d'autres pays. Et maintenant, voici les exemples. À tout seigneur, tout honneur, ceux par qui le scandale était arrivé, vous vous rappelez? Ils nous ont ressorti leur marqueterie, je veux dire leur histoire-géographie. Comment ils ont fonctionné, les Chinois? Dans un premier temps, casser le thermomètre pour que personne sache qu'on a de la fièvre. Je veux dire sans prendre... Mais attendez, c'est ce qu'ils ont toujours fait. Faire disparaître les oiseaux, les dissidents. Ils nous récitent leur histoire. Et comme ça n'a pas marché, il a fallu qu'ils réagissent. Alors, à nous le BTP. Vous vous rappelez? La réaction BTP d'abord, ensuite, cric-crac, on est dans notre maison. Mais attendez, ça ne vous frappe pas, vous, de voir que les Chinois ont retrouvé en 2020 une version moderne de la manière dont, historiquement, ils se protègent des menaces. Parce que, sauf erreur de raisonnement, le BTP protecteur, eh ben, c'est jamais que le retour de la Grande Muraille. Bah tiens, et la cité interdite, c'est le confinement. Ils ont retrouvé, pour les mettre au goût du jour, une marqueterie archaïque. Évidemment, ça n'a pas marché. Évidemment. Et alors là, ils nous ont démontré, aussi bien dans la phase du déni que dans la phase de résignation, un identique mépris pour la valeur de la vie humaine. Mais ils nous ont raconté leur histoire. Croire qu'il est possible de s'isoler, le premier mythe dont je vais parler. Il m'a frappé qu'un autre pays a cru qu'une muraille allait permettre de s'isoler. Ben oui. Et on sait ce que ça a donné. Mais ce qui m'a frappé, au-delà de l'abomination, c'est de retrouver chez les Israéliens un réflexe qui consistait à croire qu'un mur peut être une protection. C'est dingue. Alors que tout le monde le sait, un mur donne l'impression d'être protégé, mais vous désigne à la vindicte. Et c'est peut-être ça qui est terrifiant pour Israël et les Israéliens. C'est que le pays qui avait été créé pour que les petits-enfants des survivants n'aient plus jamais à connaître de pogrom, se prend un pogrom effroyable et un démenti du mythe de l'isolement. Il y a des pays qui n'ont pas eu besoin de s'isoler parce que, de fait, ils étaient isolés. Les insulaires. Je rappelle, ce sont tous ceux qui avaient choisi la stratégie zéro Covid. Ça n'a pas marché.
C'est vrai que leur insularité, historiquement, les avait protégés. Tiens, je me lance dans le karaoké. Les Japonais pensaient en plus que... je peux faire aussi, non? Allez, un peu de tendresse. Sauf que ça marche pas. Ça n'a pas davantage marché. Nonobstant le recours à cette solution géographique traditionnelle qui historiquement les avait protégés, ça n'a pas marché. Un autre exemple, tiens, plus insulaire qu'eux, on meurt. Hein. Vous avez vu comment il a réagi, Boris Johnson, que j'exhume un instant des poubelles de l'histoire. Il serait ravi que des gens se souviennent de lui. Mais si, comment il a fonctionné? Ça vous revient? L'insularité. En plus, c'est pas ce que je lui reproche le plus. Non, il y a vraiment pire. Il y a l'indécence. Ah, alors là, oui, mais vous savez, s'il y avait un prix Nobel d'indécence, il y aurait beaucoup de candidats. En fait, toute l'Europe continentale se confinait. Lui, il a recouru à un Brexit sanitaire. On ne va pas rouler du même côté que nous. Enfin, il a retrouvé le splendide isolement. L'insularité toujours. Oh, ça n'a pas été long avant qu'il se rende compte que ce recours historique et géographique, ça ne marchait pas. Il a suffi de 2-3 coups de téléphone de dirigeants européens pour que, patatrac, 2-3 dirigeants européens qui lui ont téléphoné dans la nuit du 22 au 23 mars 2020. Dis donc, Boris, si tu veux n'en faire qu'à ta tête, on va mettre en place un Eurexit. Comment ça, une frontière autour de l'archipel? Même pas mal, il a dit. Non, t'as pas compris. Une frontière terrestre. Comment ça? Où ça? Là. Dans cette île qui fait partie de l'archipel, mais qui est divisée en deux. Une partie, l'Ulster, qui fait partie du Royaume-Uni, sur lequel tu as le droit de faire ça que tu veux. L'autre qui fait partie de l'Union européenne, la République indépendante d'Irlande, sur laquelle c'est nos règles qui s'appliquent. Il n'est absolument pas question qu'on laisse les cinglés circuler librement, toi qui les laisses dans les rues, nous qui les bouclons. Ce n'est pas les cinglés, mais vous comprenez ce que je veux dire. On va devoir remettre en place une frontière ici. Et alors, tu seras responsable, mon grand, de la reprise de la guerre civile en Irlande. Parce que ça remet en cause les accords de paix, qui sont incroyablement fragiles. Ah oui, l'impossible brexitisation, insularisation du Royaume-Uni, j'explique. Ou bien on met en place une frontière ici et la guerre reprend là. Ou alors, pour éviter que la guerre reprenne là, il n'y a qu'à mettre en place la frontière ici. C'est les accords du 31 décembre 2020 sur le Brexit. Mais à ce moment-là, explosion de colère chez les unionistes. Comment ça, on n'est pas traité de la même manière que les autres provinces du royaume? Révolte des pieds noirs en Ulster. Et aussitôt les Écossais sautent sur le cas en disant « mais l'Ulster a le droit indirectement de rester dans l'Union européenne. Nous aussi, on aimerait beaucoup. » Je suis en train d'expliquer, cher Jean, pourquoi les Écossais soutiendront n'importe quelle équipe qui flanquera une branlée aux Anglais dans le tournoi à destination. L'objectif premier de ma présentation, c'est d'aider à lire l'équipe. Ou Midi Olympique. Et c'est là que nous découvrons que ce que nous pensions être un Royaume-Uni, tu parles, verni, la marqueterie des forces centrifuges, ne demande qu'à ressortir. C'est tout récemment que la marqueterie s'est prise. C'est lorsqu'un roi d'Écosse est devenu roi d'Angleterre qu'il a fusionné les royaumes et les drapeaux.
Comme il s'appelait Jacques, le drapeau s'appelait Union Jacques. Se serait-il appelé Union Jean, le drapeau serait appelé Union John, ça aurait eu une autre allure. Je te gasse. Hein. Je ne sais pas. Mais alors, attendez. J'espère que cet exemple de plus fera progresser le raisonnement. J'ai été frappé de voir réapparaître en 2020 une fracture Écosse, Irlande d'un côté, Angleterre, Pays de Galles de l'autre, la même que celle qui était apparue, c'est écrit hors écran, en juin 2016, pour le référendum sur le Brexit. Vous avez remarqué? Parce que déjà à l'époque, l'Écosse et l'Ulster avaient voté Remain, l'Angleterre et le Pays de Galles avaient voté Brexit. Mais qu'est-ce qu'ils ont en commun, les uns et les autres, pour que cette marqueterie ressorte de manière systématique? Non, c'est pas la religion, cher Odile. Non. Que ça ne figure pas au compte-rendu. C'est pas ça. Mais non, le temps long, les territoires archaïques. Enfin, l'Empire romain. Ah, ça ne nous rajeunit pas, hein. J'observe qu'éprouve systématiquement le besoin de couper les ponts avec l'Europe continentale. Ceux qui ont été soumis à l'impérialisme de l'Europe continentale. Des gens pour qui Bruxelles est une nouvelle Rome n'éprouvent pas le même besoin ceux qui n'ont pas. Extraordinaire. Comme si le mur d'Adrien, qui n'existe quasiment plus dans le sol, existait encore dans les têtes. D'ailleurs, j'observe que ce sont les mêmes qui ont été soumis à la tutelle du successeur de l'empereur de Rome. Qui ça? Le pape. Le pape d'une église apostolique et romaine. Tu penses comme ça va bien se vendre en Angleterre, ça? Un type qui demandait qu'on prie Dieu en latin, mais réfléchis 2 secondes. Eh ben, c'est les mêmes qui ont tenté un Brexit religieux. Ça s'appelle la sécession anglicane. Et c'est ça que je trouve fascinant dans la période que nous sommes en train de vivre, c'est de voir réapparaître des vieilles fractures territoriales qui façonnent, fracturent même plus, un vernis superficiel auquel nous étions habitués. Et d'ailleurs, c'est ce qui me conduit à dire depuis un petit moment que, de par l'histoire, la Grande-Bretagne sera toujours, par rapport à l'Europe, un pied dedans, un pied dehors. Et que tout me donne à penser que prochainement, ce sera l'inverse. Et je remercie Donald Trump qui fait tout pour que la Grande-Bretagne retrouve ses attaches avec l'Europe continentale, bien sûr. Parce que quand il est question de trucs stupides du genre la chasse à la palombe ou attacher les bouchons en plastique aux bouteilles, alors là, Brexit, mais quand c'est des affaires essentielles, la vie, la mort, la paix, la guerre, c'est le retour de l'entente cordiale. Il m'a frappé qu'une variante de l'insularité, tenter de s'isoler, être isolé, vient de prendre un coup de canif. Un autre mythe, c'est le mythe de la neutralité. La neutralité, c'est une tentative pour s'isoler par des choix politiques. Sale temps pour les neutres. On est en train d'assister à une tentative d'évasion. Je rappelle que les Suédois avaient cru pouvoir être neutres par rapport au Covid, comme ils l'avaient été par rapport aux guerres mondiales. Ça n'a pas marché. Ils ont cru qu'ils allaient pouvoir rester neutres par rapport à Poutine. Je t'en foutrais, moi. C'est comme l'un finlandais, à qui la neutralité avait été imposée. Il me frappe que la décision de ces pays de rentrer dans l'OTAN est bien la preuve que le mythe de la neutralité, comme le mythe de l'isolement ou de l'insularité, est une des victimes de la période. Je vis dans un pays qui a fait de la neutralité une référence absolue.
Ben, c'est vrai. Ben, c'est un fait. Ils ont cru qu'ils allaient pouvoir rester neutres, là aussi. Ben, il a fallu qu'ils s'alignent par rapport à Poutine. Mais à la manière suisse, un point trop n'en faut. Quand même pas au point de vendre du matériel militaire, parce que les Suisses, c'est comme des Français empires, ils vendent le matériel militaire uniquement aux gens qui respectent les droits de l'homme avec. Vaut mieux en rire, vous savez. C'est comme pour le Hamas. Oh, on ne sait pas trop. Ils ont révélé leur relation au temps. Il faut consulter tout le monde. Attendez, mais c'est le retour du « il n'y a pas le feu au lac », dans toute sa splendeur. Et ils ont fait apparaître aussi leur marqueterie entre les cantons francophones, italophones, les cantons germanophones, le Röstigraben. Ce qui explique pourquoi on ne peut pas mettre les cartons qui viennent d'un canton dans un autre. Référence à notre dîner-débat d'hier soir. Qui est en fait la frontière de l'Empire romain. Et puis en fait, c'est toujours pareil. Être neutre à la Suisse, ça consiste à collaborer avec tout le monde. En partant de l'idée que les gens ne tireront pas sur leur coffre-fort. J'ai encore un autre exemple d'un pays dont j'aimerais parler. Les États-Unis. Vous vous souvenez comment l'inénarrable avait réagi en 2020 ? Oui, interrompant tous les échanges. J'aimerais détrumpiser cette réaction. Il a son style, c'est un fait. Mais j'aimerais vous montrer que ça s'inscrit dans la relation à l'histoire et à la géographie des Américains. Je rappelle que les États-Unis ont été peuplés par des gens qui ont tenté d'échapper aux euro-emmerdements. Et que, consubstantiel de la création des États-Unis, il y a une volonté isolationniste. Oh, attendez, je retrouve le même mot, insularité, isolement. Je décline. Mais que l'histoire américaine est jalonnée d'un mouvement de balancier permanent entre une systématique envie de s'isoler, je vais continuer à citer Houellebecq, et des moments où ils se rendent compte que ça ne marche pas, et où ils sont dans l'obligation d'intervenir. Il n'y a pas de périodicité, c'est quand un mouvement, une posture percute le mur que ça repart dans l'autre sens. C'est l'histoire de leur vie. Eh bien, il a retrouvé les réflexes isolationnistes, et badaboum, ça n'a pas marché. Et dans la dernière des campagnes et les premiers mois de la mise en œuvre de son programme, rebelote. Et ceux qui ont été surpris il y a 15 jours, mais c'est parce qu'il ne fait que décliner l'histoire d'un mouvement de balancier permanent. Quand les Américains sont interventionnistes, il faut les considérer comme des isolationnistes contrariés. Trump n'est pas étonnant, n'est pas seulement caractériel. Il est l'incarnation de l'histoire américaine. Et puis, vous vous souvenez, en 2020, ce qui s'est passé, ils ont testé sur le président américain un traitement expérimental. Vous aurez mieux fait de se casser une jambe, selon moi, mais c'est un autre sujet. C'est là où j'avais envoyé un bidon d'eau de Javel de 15 litres avec un post-it, un ami qui ne veut pas du bien. Vous vous rappelez ? Traitement expérimental sur le président américain. Pendant que certains, plus émotifs que d'autres, essuient déjà une larme furtive. Je ne pensais pas que ce serait si émouvant. Je rappelle qu'en France, il aurait fallu en passer par les tests phase 1, phase 2, phase 3, faire des essais sur les souris de laboratoire, faire taire la Ligue de défense des amis des souris de laboratoire. Des années, ça aurait pris, hein. Eh bien, on voit réapparaître une marqueterie, une fracture territoriale. Les gens où on dit prendre un risque, les gens où on dit prendre une chance. Un pays qui a été peuplé par des gens qui sont allés rebondir. Attendez, j'ai échoué
Pour moi, c'est connaître un échec. Pour des gens qui se sont tirés en bateau, c'est éviter le naufrage. J'ai failli, j'ai fait faillite. Enfin, pour eux, c'est je suis quasiment arrivé. Ça change tout. Cette marqueterie est ressortie. Et on ne peut pas comprendre la fascination qui a conduit à la réélection de Trump et de son acolyte Musk, si on n'intègre pas que ce qui fascine aux États-Unis, chez eux, ce ne sont pas leurs succès, mais leur capacité à surmonter les échecs. Chaque fois qu'ils lançaient un nouvel étage en France, on disait « échec, nouvel échec ». Il disait « c'est fou le nombre de trucs que j'apprends ». Enfin, si nous ne comprenons pas la réélection de Trump et la fascination pour Musk, c'est parce qu'il y a un abîme culturel, l'Atlantique, entre le territoire de la relation à l'échec, européen, français particulièrement, et aux États-Unis. En France, nos gamins dans les jardins publics font du manège, plus ça change, plus c'est pareil. Aux États-Unis, on se casse la gueule, on rebondit. Et là encore, on retrouve des traces de l'histoire. Tiens, quand il est un peu interventionniste. Mais attendez, je voudrais simplement faire observer qu'il est en train de revisiter à sa manière ce qu'on avait oublié être un mythe fondateur de la relation au territoire aux États-Unis, la nouvelle frontière. Il retrouve... Mais Trump n'est pas simplement un individu, il est en quelque sorte un précipité de l'histoire et de la géographie des États-Unis. Et on a vu la marqueterie ressortir. Lorsqu'il a fallu que l'intervention par rapport au Covid ait lieu, il faut réagir. Fracture aux États-Unis. Entre ceux qui ont dit que l'État fédéral s'y colle. Ceux qui ont dit « surtout pas de ça, Lisette, on vient d'Europe où on confiait la sécurité aux États, on a vu ce que ça donnait. Hein. Non, 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 que chacun prenne en charge sa sécurité. » Je vous raconte le deuxième amendement. Hein. En gros, en faveur de l'intervention de l'État, les démocrates. Que chacun prenne en charge sa sécurité, les républicains. Ça s'est retrouvé aux élections. Sauf que j'y vois des territoires plus archaïques que ça qui ressortent. C'est que je vois réapparaître la fracture entre les côtes, traditionnellement plus conscientes des menaces du monde et de la difficulté de s'en protéger, et l'entrecôte, qui croit, les rednecks, quoi, qu'on peut vivre en étant... C'est cette fracture territoriale qui est ressortie. J'ai même cru entreapercevoir un retour d'une fracture plus ancienne qui est celle de la guerre de sécession. Mais attendez, elle n'a pas cessé, ça c'est sûr. Parce que ce que j'observe, c'est que ce qui s'est passé en novembre 2024 et qui nous a sidérés, c'est que, d'une certaine manière, les confédérés ont pris leur revanche sur les Yankees. Je veux dire, les tenants des valeurs traditionnelles. Enfin, y a plus d'hommes blancs, latinos et même noirs qui ont redouté d'être émasculés par le wokisme et qui se sont mobilisés pour Trump qu'il n'y a eu de femmes et d'hommes modernistes qui sont allés autour de Kamala Harris. C'est une revanche de la guerre de sécession. Vous voulez encore un exemple ? Mais on peut arrêter, hein. Alors, s'isoler, l'insularité, non. Mais les Français ont retrouvé une relation à l'histoire et à la géographie un peu particulière. C'est ça. Le syndrome du village de petits bonhommes, protégés que nous sommes, nous, par nos frontières naturelles. Ça, c'est la version française, les frontières naturelles. Je rappelle que le nuage de Tchernobyl les avait scrupuleusement respectées. Je ne sais pas à quoi ça tient,
mais mes contemporains me donnent l'impression de vivre dans une exoplanète. Je ne parle même pas du débat 62-64. Non, mais on se pince. Hein. J'ai l'impression en France d'être témoin d'une querelle d'ivrognes somnambules au bar du Titanic. Hein. C'est démentiel. Je reprends. Nous avions pourtant la possibilité, en 2020, de savoir à 8 jours près ce qui allait nous tomber sur le coin de la figure. Allô, pronto, Milano. À 15 jours de délai, il y avait qu'à appeler l'Espagne. Bon, on ne va quand même pas se comparer au Rital. Dolce vita far niente. On ne va pas se comparer aux Espagnols. On n'a pas le même degré de développement qu'eux. Attendez, ce qui a empêché qu'on se compare, c'est notre arrogance qui nous a laissé croire qu'il y avait encore des Alpes et des Pyrénées, une version renouvelée des frontières naturelles. On a refait la même chose après 2022, quand tout le monde avait compris que la réaction face à l'invasion de l'Ukraine allait provoquer une crise énergétique. Pas chez nous, enfin. Arrogance quand tu nous tiens. Et puis, quelque chose m'a frappé en France aussi. C'est qu'à l'heure du bilan, le bilan français n'est pas pire. Il y a eu des échecs qui nous ressemblent. On pourrait en parler lorsque Roselyne Bachelot apparaîtra avec nous. Si, je pense que le sous-équipement français en matière de masques, c'est une version relookée du syndrome de Maginot. Les essuie-glaces sur la vitre arrière. Si la France était sous-équipée, c'est parce qu'on a reproché à Roselyne Bachelot les choix qu'elle a fait pendant le H1N1. Ah, elle a pris une assurance vie, elle n'est même pas morte, on ne va pas recommencer la même connerie. Mais il y a... Comment ? Avec, éventuellement, une bise à la clé, vous avez compris quelle est ma motivation. Ce qui me meut. Mais il y a aussi eu des succès. Il n'y a pas un pays au monde où autant de gens ont été pris en charge aussi rapidement dans une telle proportion. Et malgré ça, alors que le bilan n'est pas pire, c'est en France que le rejet de l'exécutif a été le plus systématique. Même chose pour le chômage, qui a augmenté partout dans le monde, sauf en France. Même chose pour l'inflation après 2022, mieux contrôlée. Et pourtant, à chaque fois, rejet violent de l'exécutif. D'où ça vient ? Mon hypothèse, c'est que là encore, les Français revisitent l'histoire et que ça ressort. Et une page de leur histoire qui s'appelle la Révolution. Je rappelle que la Révolution, c'est un truc qui ramène au point de départ. La Terre en accomplit une par jour. En quoi a-t-elle consisté la Révolution française ? Je résume, car c'est l'heure où je vois bien que vos ventres affamés n'ont plus d'oreilles. Mais je vais quand même continuer, sachant que le GIGN est occupé sur d'autres fronts. La prise d'otage va se poursuivre. La Révolution a consisté à remplacer une monarchie héréditaire par une monarchie élective, sans toucher à la relation de pouvoir monarchique. Parce que le problème avec la monarchie héréditaire, c'est que le fils d'un monarque, même éclairé, peut être complètement éteint. Et que son petit-fils peut être totalement allumé. Vous me suivez toujours ? Je fais synthétique. Hein. Donc on a inventé les coupe-circuits. Mais ce que j'observe, c'est qu'on n'a pas touché à la relation monarchique. D'ailleurs, je rappelle que le lieu du pouvoir de la monarchie élective actuelle se tient encore dans un palais qui s'appelle Palais Bourbon, dans le prolongement de la rue Royale. On se pince, pince-moi. Mais que persiste chez les Français ce réflexe de vouloir systématiquement décapiter le roi. Ben oui, c'est une bonne blague. D'autant plus que c'est pas seulement le 16e Louis, hein. Louis XVIII, Charles X, les dans le désordre, Napoléon III en exil, tout ce monde-là, MacMahon, persiste en France ce réflexe régicide.
Et nos élections présidentielles, telles que je les observe, j'attends la prochaine avec une certaine impatience, mais réfléchis bien. Ça consiste chez les Gaulois à s'engueuler pendant quelques mois pour savoir quel est le monarque qu'on va décapiter l'année suivant son élection. D'autant que les monarques français présentaient une caractéristique tout à fait extraordinaire, c'est qu'ils étaient thaumaturges. Thaumaturges, j'ose plus maintenant. Avant, je joignais le geste à la parole, mais avec MeToo, j'ose plus. Bon. C'était en gros, je te touche, je te guéris. Après, c'est devenu ça. Mais oui. Bah, moi, je prétends. Bonaparte avait repris le truc. Hein. Je prétends qu'on continue en France à attendre du monarque qu'il accomplisse des miracles. Il aurait fallu que le ministère de la Santé soit du domaine régalien. Ben évidemment, plus grandes sont les attentes, plus importante sera la déception. Je maintiens que persistent en France des réflexes régicides vis-à-vis de monarques dont on continue d'attendre qu'ils accomplissent des miracles. Et sans vouloir saper le moral des dirigeants d'entreprise de la salle, je me permets de glisser incidemment avec un air de ne pas y toucher. C'est peut-être pas si mal que vous sachiez que chez tous vos collaborateurs, il y a des régicides qui sommeillent. Je dis ça et je dis rien. Et alors là, on a vu aussi en France la marqueterie, les vieux territoires ressortir. Un peu comme aux États-Unis, des gens qui ont accepté les injonctions de l'État, d'autres qui ont traîné des pieds. Exemple, la vaccination. Cher Jean. En jaune, les ceux qui se sont fait vacciner plus que la moyenne. En bleu, moins que la moyenne. C'est bizarre, hein? C'est le climat, c'est la Loire. Ça m'étonne parce que j'ai retrouvé comme un écho d'une autre marqueterie territoriale, plus ancienne. Bah tiens, vous voulez mon intuition? Rien à voir avec une certitude, hein, intuition. Le temps long. L'édit de Villers-Cotterêts. Lorsque François Ier a imposé l'usage de la langue d'Oïl au pays de Languedoc, ce qu'on retrouve, c'est la vieille fracture, où il y a une résistance minimale, la persistance d'un accent. Ça vient de loin, hein. Je livre à vos méditations une carte qui reprend le même clivage, mais qui m'a laissé perplexe. Là, j'avoue, je ne sais pas. Ça correspond aux endroits où on se claque les bises en commençant par la joue droite, et où on se... Là, j'avoue, je ne sais pas. Extraordinaire période révélatrice qui fait ressortir, en fait, des vieux découpages, ce que j'appelle une marqueterie. La période que nous vivons est une période dissolvante. Maître Chronos. Non, moi, c'est comme vous voulez. Si vous tenez le coup, je peux vous proposer 10 minutes de plus. Oui, crie la foule. Jusqu'à 13h, parfait. On va faire candidat commune. Je peux faire des plébiscites, moi. Allez. J'avais, à toutes fins utiles, prévu une 3e focale. Bien sûr. Il a les instruments en plus. Hein. Comment? Bah oui. J'aimerais qu'on regarde si la période que nous vivons ne permet pas de mieux comprendre ces guerres particulières que nous sommes en train de vivre depuis 5 ans. Pour voir. Et commençons par Vladimir Vladimirovitch. S'il est vrai que la vision du monde que l'on a, que l'histoire dont on est dépositaire explique les comportements, peux-tu nous expliquer quelle est ta vision du monde?
Eh bien, regardez la Russie. Cet immense pays, surtout avec une carte de Mercator, parce que quand on change de projection, elle rétrécit un peu au lavage. Parce que la carte, ça dépend de la projection qu'on choisit. Et on projette souvent des fantasmes. Immense, quoi qu'il en soit, 11 fuseaux horaires quand même. Hein. Énorme. À la fois mitoyenne de la Corée du Nord et de la Pologne pour son plus grand malheur. Mais il n'y a rien dans cet immense territoire et dans le catalogue des mythes protecteurs que j'avais élaborés qui soit susceptible de rassurer les Russes. T'imagines la longueur de la muraille qu'il faudrait ? Se croire protégé par la mer, il n'y a quasiment pas d'accès à la mer et en plus, ça gèle le plus souvent. Il n'y a pas de frontière naturelle pour arrêter les envahisseurs. Impossible pour les Russes de piocher dans le catalogue que j'avais élaboré en deuxième partie. Ça ne marche pas pour eux. Et ce qui est un substitut dans l'histoire, la géographie et la mémoire collective russe, c'est d'entourer la Russie d'un bouclier protecteur de plusieurs centaines de kilomètres de profondeur. L'Empire, un amortisseur, une gigantesque doudoune, un pare-choc dont fait partie l'Ukraine. Attendez, je rappelle que c'est comme ça que les Russes ont toujours fonctionné, faute de frontières naturelles. On recule, on recule, on recule. Dans le gilet pare-balles qui entoure la Russie. Et puis quand la neige arrive, c'est comme ça qu'ils ont repoussé... c'est là-bas, en Ukraine, qu'ils ont fini par repousser aussi les invasions nazies. Mettez-vous un instant dans la peau de Poutine à l'idée d'être privé d'une partie du système protecteur. Je ne lui donne pas raison, hein. J'essaie juste de comprendre dans quelle cinglerie s'inscrit son comportement pour dépoutiniser en quelque sorte son attitude. Déjà, Pierre le Grand le disait. Non, c'était la Grande Catherine qui le disait. La seule manière que j'ai de protéger mes frontières, c'est de les repousser. Quand on a compris ça, on comprend qu'on ne peut pas espérer rassasier Poutine en lui abandonnant un bout de Donbass. C'est aussi naïf que de croire qu'on va rassasier un crocodile en lui filant à bouffer, en croisant les doigts, qu'on sera mangé en dernier. C'est pas possible. Ça s'inscrit dans l'angoisse historico-géographique russe. On n'a pas suffisamment traité avec attention la sémio qu'il y a derrière ces tables. C'est pas seulement qu'il est parano, c'est que c'est une façon de faire passer le message. Seul tenir à distance nous rassure. J'ai parlé de l'accès à la mer qui est peut-être un problème pour les Russes. Ah bah oui. Le seul endroit où ils avaient accès à la mer, c'était ici. Les mers chaudes. Oui. La Crimée, qui a été rattachée à l'Ukraine en 1954 par Khrouchtchev, qui était premier secrétaire du Parti communiste soviétique à l'époque, et ukrainien, qui voulait se faire pardonner de ce que Staline avait fait subir à certains Criméens. Mais attendez, c'était pas gênant, puisque de toute façon, tout le monde était République soviétique socialiste. C'est comme si la main droite prêtait à la poche gauche. Ah oui, mais lorsque, en 1991, l'URSS est dissoute, d'un seul coup, la Russie est privée de l'accès à la Crimée qu'elle avait depuis les temps immémoriaux dont Poutine est nostalgique. Quand il regarde la carte, ce n'était pas acceptable. Il faut le savoir. On ne peut pas comprendre son attitude par rapport à la Crimée si on n'intègre pas cette caractéristique géographique que j'évoquais tout à l'heure, le seul accès de la Russie à des mers chaudes. Et là, c'est Pierre le Grand qui le disait. C'est la clé de mon empire.
et les Ukrainiens ont bien compris, qui ont fait de la Crimée un objectif, et qui sont même d'ailleurs en ce moment de faire un truc, parce que tout le monde est défaitiste par rapport à la Crimée. Ils font un truc extraordinaire, les Ukrainiens, par rapport à l'Ukraine. Je suis venu avec ma femme parce que c'est la seule qui m'écoute, en fait. Donc... Non, mais... Comment? Ah bah absolument. C'est elle qui me remonte tous les... Toute tentative pour me faire perdre le fil de mon raisonnement est nulle et non avenue de Niadjet. Je reprends. Non. Je terminerai à 13h, mais je ne sais pas selon quel fuseau horaire. Je reprends. L'objectif est essentiel pour la Russie, et l'Ukraine en a fait un choix extraordinaire. Tout le monde dit l'Ukraine est en train de perdre pion après pion, pas du tout. L'Ukraine est en train de remporter une victoire sans précédent. C'est la première fois dans l'histoire qu'un pays privé de marine de guerre est en train de flanquer une pâtée à la marine de guerre d'un autre. C'est ça qui leur permet de réouvrir le chenal, qui leur permet d'évacuer les céréales. Et puis, vous savez, être privé de l'Ukraine et de la Crimée, ça réactive des vieux et sales souvenirs pour les Russes. C'est déjà de ça dont ils avaient été privés quand ils ont perdu la guerre de 14-18 en 1917. On ne peut pas comprendre Poutine sans l'inscrire dans les spécificités historico-géographiques de la Russie. Deuxième exemple, normalement, je refuse d'aborder le sujet avec des gens qui ne sont pas prêts à y consacrer 4 heures. Mais là, je vais faire une petite exception pour raccrocher juste le sujet à la thématique dont je viens de parler. Oui, presque. Non, parce que le sujet est très compliqué. Je vous conseille une lecture, une seule, ce livre. Un apeirogon est une figure géométrique qui comporte un nombre infini de côtés. C'est un récit sur l'histoire de ce conflit absolument admirable. Un historien, un écrivain irlandais, j'avais été attiré par une critique des Échos qui disait « Si les livres pouvaient sauver le monde, Apeirogon serait en haut de la pile. » Faute de pouvoir apeirogonner, je reprends. Il y a un autre pays qui ne peut pas piocher dans le catalogue des mythes. L'insularité, le mur, l'isolationnisme, et pas non plus la solution de repli des Russes. On recule, on recule, on recule, et quand arrive la neige, eh ben c'est Israël. C'est une bonne blague. Quel est le substitut pour Israël? Depuis toujours, c'est d'avoir un leadership technologique dissuasif. Et c'est ça qui a été mis à mal le 7 octobre, et c'est la raison pour laquelle Israël n'a eu d'autre ambition impérative que de restituer le leadership technologique. On peut taper où on veut, quand on veut. Ben oui. On ne peut pas comprendre la réaction israélienne sans l'inscrire dans le creux des mythes impossibles auxquels les autres pays recourent. Alors, il ne m'a pas échappé, et ça m'a été clairement expliqué, que, n'est-ce pas, et que faute de pouvoir conclure, il va quand même falloir que je termine. J'aimerais terminer en tentant une synthèse. Si ce que je viens d'élucubrer est vrai, ça veut dire que pour comprendre notre actualité, il est indispensable de flashbackiser. Notamment parce qu'on voit persister des frontières d'empire qu'on croyait disparues, des frontières zombies, un peu comme les gens qui ont encore mal à des membres amputés. Et tout ça,
parce que le passé passe pas et que nous sommes en train d'assister à une revanche du temps long sur le temps court. Mais d'autre part, je vous ai montré, j'ai tenté de montrer, que sous le vernis, les marqueteries. Mais attendez, on est également en train d'assister à une revanche des territoires sur les cartes. Mais quelle extraordinaire période géopolitique! Et vous imaginez comme ils sont niais, ceux qui s'imaginent qu'en changeant la carte, ils vont changer le territoire. C'est comme des dirigeants d'entreprise qui s'imagineraient qu'en changeant l'organigramme, on va changer l'organisation. Les pauvres. Revanche de la mémoire sur l'histoire, de l'histoire sur la mémoire, du temps long sur le temps court, des territoires sur les cartes. Je suis en train de vous dire que les peuples réagissent dans les périodes de crise collective en piochant dans leur géographie et dans leur histoire. En fait, la géopolitique, c'est une névrose. Et ce que j'aimerais écrire comme livre, ce serait celui-là. Mais oui. Alors, il faut que je les laisse, n'est-ce pas? J'espère que vous n'avez rien entendu dans les propos que j'ai tenus qui soit de l'ordre du pessimisme. Non, je propose une hypothèse factuelle. Hypothèse. Si, malgré mes efforts pour mouiller les pétards du pessimisme et de la nostalgie, j'y parviens pas, j'ai qu'une seule solution à vous proposer. Un médoc. Un médoc. Enfin, un haut médoc. Enfin, un chasse-pline. Mais comme vous êtes dans un pays qui est un territoire, peut-être que celui-ci serait plus adapté. Buvez-en un, buvez-en plusieurs à ma santé, tout en mesurant aussi, je l'espère, la pertinence de la pluralité des distances focales. Bravo.